Bonjour à tous. Pensez-vous que vous prenez vos propres décisions? Est-il facile de vous manipuler? Avant de répondre, laissez-moi vous montrer quelque chose. Je vais décrire les caractéristiques de deux personnes. Pour chacune d'elles, je vais dire 5 mots. Pendant que je dis les mots, essayez de décider qui est mauvais et qui est une bonne personne. Notez la première réponse qui vous vient à l'esprit. OK? Prêt? Première personne. Amour, soin, ordinaire, prendre, sombre. Deuxième personne. Sombre, prendre, ordinaire, soin, amour. Je suis sûre que la plupart d'entre vous ont pensé que la première personne est bonne et que la deuxième est mauvaise. Mais les mots que j'ai dits pour les deux personnes sont les mêmes. J'ai simplement changé l'ordre des mots. Et vous avez pris une décision complètement fausse. Afin d'expliquer pourquoi nous pouvons être si facilement manipulés et prendre de mauvaises décisions, je vais passer en revue le livre intitulé « Les deux vitesses de la pensée » écrit par Daniel Kahneman. Kahneman est un économiste et psychologue qui a remporté le prix Nobel en 2002 pour ses travaux dans le domaine de l'économie. Les informations contenues dans ce livre sont tout simplement époustouflantes. Le coût de la non-lecture de ce livre est très élevé, quelle que soit votre profession dans la vie. Il peut vous éviter de prendre de mauvaises décisions et de perdre des tonnes d'argent. L'auteur commence le livre en présentant les concepts de système 1 et système 2. Pour simplifier, laissez-moi vous l'expliquer de la façon suivante. Il y a deux personnes assises sur votre cerveau. La première personne est appelée système 1 et la deuxième personne est appelée système 2. Système 1 fonctionne automatiquement, intuitivement, involontairement et sans effort. Imaginez le système 1 comme votre camarade de classe qui parle toujours beaucoup en classe, ne réfléchit pas avant de parler, sait très peu de choses mais se précipite pour répondre à chaque question. En revanche, système 2 est très lent. Il exige de se concentrer, de calculer, d'analyser et de prendre des mesures délibérées. Et le système 2 est comme un autre camarade de classe qui s'assoit en silence dans un coin, n'est pas très sociable, ne parle généralement pas beaucoup mais est très intelligent. Du point de vue de l'évolution, les deux systèmes sont importants. Par exemple, si nous n'avions pas le système 1, nous ne pourrions pas nous enfuir automatiquement lorsque nous voyons un ours. Et si nous n'avions pas le système 2, nous ne serions pas capables de nous concentrer et de résoudre des problèmes complexes. Chaque système a sa place, mais les problèmes surviennent lorsque nous appliquons le mauvais système. La plupart du temps, c'est le système 1 qui prend toujours le pas sur le système 2 et nous conduit à prendre de mauvaises décisions. Ceci est principalement dû au fait que le système 2 est très lent et qu'il ne veut pas se réveiller et travailler. Après avoir présenté le système 1 et le système 2, l'auteur parle des différents préjugés qui provoquent une contradiction entre ces deux systèmes. L'un des biais dont parle Kahneman est appelé l'amorçage. L'amorçage signifie simplement être exposé à une chose qui affecte votre comportement et votre décision pour la chose suivante. Par exemple, la petite expérience que nous avons réalisée au début de la vidéo est un parfait exemple. Le premier mot a amorcé votre façon de penser et de prendre une décision. Lorsque vous avez entendu le premier mot pour la première personne, vous étiez sûr à 90% que cette personne était bonne. Après les deuxième et troisième mots, vous étiez déjà sûr à 100% et vous aviez pris votre décision finale. Les mots 4 et 5 n'ont eu pratiquement aucun impact sur votre décision finale. La même chose s'est produite avec la deuxième personne. Il existe une expérience célèbre sur la vigne. Certains jours, on jouait de la musique française dans le restaurant et les gens commençaient à acheter plus de vin français. D'autres jours, on jouait de la musique allemande et les gens achetaient plus de vin allemand. Un simple changement de musique a complètement modifié le comportement d'achat des gens. Voyons maintenant comment nous pouvons utiliser l'amorçage à notre avantage dans notre vie quotidienne. Par exemple, lorsque vous vous réveillez et que vous regardez autour de vous dans votre chambre, voyez-vous les choses qui vous font vous sentir bien et heureux? Si ce n'est pas le cas, cela affectera toute votre journée. Après votre réveil, si vous consacrez 2 minutes à montrer votre gratitude pour les choses que vous avez déjà, comme votre famille, votre santé et vos amis, cela peut changer votre attitude sur la façon dont vous gérez les problèmes. Lorsque vous allez à un entretien ou que vous rencontrez quelqu'un d'important, faites attention à la façon dont vous dites bonjour, à la façon dont vous serrez la main et à votre apparence.
Comme vous l'avez entendu dans l'exemple précédent, les 1 ou 2 premières choses suffisent pour que nous prenions une décision finale. Si vous avez un site web et que vous vendez quelque chose, étudiez les 2 premières choses que vos clients voient et comment ils se sentent. Afin de montrer le pouvoir de l'amorçage, je vais vous donner un exemple tiré de ma propre expérience. Lorsque j'ai acheté un appartement, je n'ai pas fait appel à un agent immobilier ou à tout autre service externe pour évaluer les appartements. De ce fait, je savais que les vendeurs pouvaient facilement me cacher certains problèmes. J'ai donc décidé d'appliquer le principe de l'amorçage pour que les vendeurs agissent honnêtement et moralement. Au début de chaque conversation avec un vendeur, je commençais toujours par cette phrase « Merci beaucoup pour votre temps. J'espère que nous parviendrons à un accord équitable. Si vous avez l'impression que je suis injuste ou que je dis quelque chose qui n'est pas correct, arrêtez-moi et nous en reparlerons. Je veux simplement un accord équitable et éthique pour nous deux. » Cette phrase peut sembler simple, mais elle a eu un impact énorme sur le comportement des vendeurs. Chaque fois que j'entamais la conversation avec cette phrase, les vendeurs faisaient très attention aux choses qu'ils me disaient pendant toute la réunion. Je pouvais voir qu'ils essayaient très fort de ne pas mentir. Dans certains cas, ils m'ont même parlé des problèmes qui pourraient survenir après 5 ans. 2 vendeurs m'ont même ouvertement recommandé de ne pas acheter leur appartement car ils pensaient que, compte tenu de ma situation, il ne me conviendrait pas. Cette simple phrase ne m'a pas seulement fait économiser des milliers de dollars, elle a aussi transformé chaque rencontre en une expérience agréable. L'amorçage peut également être négatif. Par exemple, lorsque vous vous critiquez constamment en vous disant « tu n'es pas assez bon, tu ne peux pas faire ça », vous vous préparez à l'échec. Vous ne le remarquez pas, mais ces paroles se transforment très rapidement en un comportement. L'amorçage fonctionne à un niveau subconscient et vous ne voyez absolument pas ses effets. Par exemple, des recherches montrent que le simple fait de demander à des personnes de lire des mots associés à un comportement impoli les incite à se comporter de manière impolie et à interrompre la conversation d'autrui. Réfléchissez un instant. Si la simple lecture des mots impolis influence votre comportement, imaginez ce que les pensées négatives peuvent vous faire. Les pensées sont bien plus puissantes que la lecture de mots, car elles font appel à l'imagination et aux émotions. Parlons maintenant du biais de l'aversion à la perte. Imaginez que je vienne vous proposer de jouer à un jeu dans lequel je vais tirer à pile ou face, et si vous gagnez, je vous donnerai 10 000 $, mais si vous perdez, vous me donnerez 10 000 $. Vous avez 50% de chances de gagner et 50% de chances de perdre. Joueriez-vous à un tel jeu? Je suis sûre que votre réponse serait non, même si les sommes d'argent que vous allez gagner et perdre sont égales. Je dois offrir une récompense bien plus élevée pour vous inciter à jouer à ce jeu. La quantité d'espace pour les émotions négatives dans notre cerveau est 3 fois plus grande que l'espace pour les émotions positives. Les sentiments négatifs découlant d'une perte sont beaucoup plus forts que les sentiments positifs découlant d'un gain. Pour faire encore plus court, nous détestons tout simplement perdre, et cela crée un biais d'aversion aux pertes. Voyons comment nous pouvons utiliser ces connaissances en notre faveur. Par exemple, si vous arrivez à convaincre quelqu'un de faire quelque chose, ne parlez pas toujours des gains qu'il obtiendra. Parlez-lui également des pertes qu'il subira s'il ne le fait pas. L'aversion aux pertes peut être très dangereuse et nous empêcher d'agir, surtout lorsqu'il s'agit de lancer une nouvelle idée ou une entreprise. Lorsque nous pensons aux risques auxquels nous serons confrontés, nous sommes paralysés. Une façon de réduire les effets de l'aversion aux pertes est de considérer les avantages à long terme plutôt que de se concentrer sur le court terme et ses problèmes. Coût irrécupérable. Un coût irrécupérable est tout coût passé qui a déjà été payé et qui ne peut être récupéré. Par exemple, prenons un exemple qui est en dehors des problématiques actuelles, d'accord? Disons que vous achetez un billet pour un concert. Le jour de l'événement, vous attrapez un rhume. J'ai bien dit un rhume. Même si vous êtes malade, vous décidez d'aller au concert car sinon, vous auriez gaspillé votre argent. Il se passe exactement la même chose avec notre entreprise ou notre projet. Malgré les pertes, nous continuons à investir de l'argent et des efforts dans l'entreprise simplement parce que nous avons dépensé de l'argent dans le passé. Nous continuons à rester dans une mauvaise relation parce que nous avons dépensé beaucoup d'efforts pour la construire. En toute logique, ce que vous avez dépensé jusqu'à présent n'a aucune corrélation avec le succès ou l'échec futur de votre entreprise ou de votre relation. En ce moment, vous pensez peut-être que vous êtes logique et que vos dépenses passées n'affectent pas vos décisions futures. Si c'est le cas, alors pourquoi gardez-vous encore tous ces vêtements que vous ne portez pas?
Ils occupent des tonnes d'espace dans votre armoire, mais vous ne voulez pas les jeter parce que vous les avez payés cher. Pourquoi ne pas jeter les vieux meubles qui occupent un grand espace dans votre chambre? Ont-ils une valeur ou est-ce simplement parce que vous les avez payés dans le passé? Pourquoi ne pas jeter les bonbons que vous avez achetés dans le passé, même si vous êtes au régime en ce moment? Pour prendre toutes ces décisions, nous avons besoin que le système 2 fonctionne. Mais malheureusement, il est trop paresseux. Effet de cadrage. Disons que vous ne vous sentez pas bien et que vous allez chez le médecin. Après l'examen, le médecin vous dit qu'il y a 10% de chances que vous mouriez. Puis, vous allez voir un autre médecin et celui-ci vous dit que vous avez 90% de chances de vivre. D'un point de vue statistique, les deux médecins vous ont dit absolument la même chose, mais vous vous sentirez beaucoup plus mal en apprenant que vous avez 10% de chances de mourir. C'est ce qu'on appelle l'effet de cadrage. Kahneman affirme que les choix que nous faisons sont fortement influencés par la manière dont ils nous sont présentés. Des formulations, des cadres et des situations différentes auront un effet puissant sur la façon dont nous prenons nos décisions. Cela fonctionne comme un cadre physique sur un tableau. Si vous mettez le tableau dans un cadre rouge, il fait ressortir le rouge de la peinture. Si vous mettez le même tableau dans un cadre bleu, il fait ressortir le bleu. L'effet de halo. Les personnes attirantes sont perçues comme étant plus intelligentes, plus drôles et plus sympathiques que les personnes moins attirantes. Si deux femmes commettent exactement le même crime, nous avons tendance à donner une punition plus légère à celle qui est la plus attirante. Cela n'a absolument aucun sens, mais notre système 1 est influencé par l'apparence physique et d'autres caractéristiques non pertinentes qui n'ont rien à voir avec la décision que nous prenons. Par exemple, si un employeur considère que le candidat est attrayant ou sympathique, il est plus probable qu'il le juge également intelligent, compétent et qualifié. Ainsi, la prochaine fois que vous choisirez un partenaire commercial ou que vous prendrez conseil auprès de quelqu'un, demandez-vous si cette personne possède réellement des compétences et des connaissances précieuses ou si vous êtes influencé par son apparence et d'autres éléments non pertinents, tels qu'une plus belle voiture, un style de vie riche, etc. Effet d'ancrage. Disons que vous voulez acheter une veste en cuir et que vous en trouvez une très belle dans un magasin. Vous vérifiez le prix et voyez qu'il est de 400 $, et vous pensez qu'il est cher, donc vous décidez de le remettre. Mais quand vous le remettez, vous remarquez que vous aviez vérifié le mauvais prix et que le vrai prix est en fait de 250 $. Soudain, la veste vous semble moins chère à cause du chiffre initial que vous avez vu, même si c'est un chiffre erroné. C'est ce qu'on appelle l'effet d'ancrage. Les êtres humains ont tendance à se fier fortement à la première information qu'ils entendent ou voient, puis à porter d'autres jugements. C'est l'une des raisons pour lesquelles les concessionnaires automobiles placent les modèles les plus chers à l'avant de la salle d'exposition, de sorte que lorsque vous passez devant eux et que vous voyez d'autres voitures de prix normal, elles vous paraissent soudain moins chères. Encore une fois, en toute logique, les chiffres ou les choses que nous voyons ne devraient pas influencer nos décisions, mais c'est souvent le cas. Une façon de se protéger contre l'ancrage est d'avoir une limite dans votre esprit avant de commencer à travailler. Par exemple, si vous allez faire du shopping, fixez mentalement le montant que vous êtes prêt à payer, puis vérifiez l'étiquette du prix. S'il est supérieur à votre limite, vous n'avez pas de chance. Effet de dotation. L'effet de dotation est un biais émotionnel selon lequel, une fois que nous possédons quelque chose ou que nous avons un sentiment de propriété, nous le surévaluons de manière irrationnelle, indépendamment de sa valeur objective. C'est le principe qui sous-tend les essais de voitures et le fait de laisser les consommateurs jouer avec les produits. Plus les gens passent de temps à interagir avec un produit, plus le sentiment de propriété s'accroît. Il en va de même pour les essais gratuits de logiciels et de services en ligne. Plus les gens passent de temps à les utiliser et à les personnaliser, plus le sentiment d'appartenance est grand et plus il est difficile d'y renoncer. L'effet de dotation est l'une des raisons pour lesquelles nous aimons les meubles IKEA. Lorsque nous achetons un meuble IKEA, nous passons du temps à le construire et tout à coup, il devient quelque chose que nous avons créé. Et de ce fait, nous l'aimons encore plus. Le biais de dotation influence beaucoup nos décisions. Demandez-vous donc toujours si les choses que vous soutenez en valent la peine ou si c'est parce qu'elles vous appartiennent. Votre vieux meuble IKEA que vous voulez vendre vaut-il le prix que vous en demandez ou êtes-vous influencé par l'effet de dotation ? L'idée que vous défendez dans votre équipe est-elle une très bonne idée ou la soutenez-vous parce qu'elle vient de vous ? Préjugés de confirmation. Il y a 3 ans, je tradais sur l'une des plateformes de trading et après plusieurs jours, j'ai lu quelque part que l'entreprise que je tradais était une escroquerie. Alors j'ai sauté sur mon ordinateur et j'ai tapé ce terme. Cette société est-elle une arnaque ?
Et devinez quoi? J'ai trouvé un tas de gens qui disaient que c'était une arnaque. Alors j'ai paniqué et retiré tout mon argent. J'ai même perdu beaucoup d'argent parce que je quittais mes positions trop tôt. Après plusieurs jours, j'ai fait des recherches sur d'autres plateformes de trading et j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de mauvais commentaires similaires pour la majorité de ces sociétés. Ce qui a commencé à me paraître suspect parce que toutes ne pouvaient pas être mauvaises. Plus tard, j'ai appris que la société n'était pas une arnaque. C'est juste que j'ai cherché sur Google une question biaisée et que je n'ai lu que des commentaires négatifs qui confirment mes soupçons et mes croyances. En psychologie, ce type de comportement est appelé biais de confirmation. Le biais de confirmation est la tendance à chercher et à trouver des preuves qui soutiennent nos opinions, nos croyances et à ignorer le reste. Nous, les humains, interprétons toutes les nouvelles informations de manière à ce que nos croyances et conclusions précédentes restent intactes. En d'autres termes, nous oublions qu'une pièce de monnaie a deux faces et nous nous concentrons uniquement sur une face qui soutient nos croyances. Si vous voulez croire en quelque chose, vous trouverez des preuves pour l'étayer. Vous pouvez même trouver des vidéos vous disant que la Terre est plate si vous croyez à la théorie de la Terre plate. Le biais de confirmation nous affecte tous et il est partout. Par exemple, les gens préfèrent généralement passer plus de temps à regarder des informations qui soutiennent leur point de vue politique, tout en négligeant le reste des informations qui contredisent leur point de vue. Le biais de confirmation peut amener les médecins à chercher de nouvelles informations de manière à confirmer leurs diagnostics initiaux, tout en ignorant les signes qui peuvent prouver que leurs diagnostics sont faux. Il est très difficile de combattre le biais de confirmation. Cependant, nous pouvons réduire ces dangers en suivant les 3 étapes suivantes. Premièrement, accepter qu'il existe. Pour résoudre un problème, il faut d'abord accepter d'avoir un problème. Deuxièmement, recherchez toujours un avis contraire. Il est généralement douloureux d'écouter quelqu'un qui a un avis contraire, mais cela peut vous aider à voir les drapeaux rouges. Peut-être que votre meilleure idée d'entreprise est vraiment nulle, mais vous voulez tellement qu'elle réussisse que vous ne voyez que les signes positifs et ignorez l'absence de demande et allez de l'avant sans valider l'idée et la tester correctement. Troisièmement, ne posez pas de questions de confirmation comme je l'ai fait dans l'exemple ci-dessus. Essayez plutôt de poser des questions neutres. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.